Ça fait plus de 10 ans que j'investis mon patrimoine et depuis que j'ai créé Finari, j'ai pu rencontrer des dizaines d'experts et d'expertes afin de me former et de m'améliorer. Ces experts, ils gèrent des milliards d'euros sur les marchés actions, ils investissent dans l'immobilier, ce sont aussi des avocats, des experts de la crypto. J'ai eu un panel extrêmement large sur ce plateau et j'ai pu à chaque fois prendre des apprentissages pour m'améliorer. Toutes ces rencontres m'ont permis de comprendre les grandes habitudes de ces investisseurs, leurs méthodes d'investissement et la façon dont ils réfléchissaient lorsqu'il s'agissait d'investir. J'ai synthétisé ces 10 ans d'apprentissage et ces dizaines de rencontres en 6 leçons que je vous partage dès maintenant. Vous pouvez considérer la finance comme un jeu partiellement résolu. Quand on s'intéresse à l'investissement, ce qui fait peur, c'est le côté aléatoire des performances. On ne sait pas vraiment ce qu'on va obtenir et on n'a surtout aucune garantie sur le fait de voir son capital s'accroître, voire de le préserver. En réalité, les rendements sont beaucoup moins aléatoires qu'on pourrait le croire. La clé, c'est de choisir les bonnes classes d'actifs avant de choisir des investissements spécifiques. En effet, sur le long terme, les investissements qui composent une classe d'actifs tendent à converger vers le rendement de moyen de cette classe d'actifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui va avant tout compter, c'est le fait de décider d'investir par exemple dans les SCPI plutôt que le choix spécifique des différentes SCPI que vous allez avoir en portefeuille. Évidemment, la performance va diverger entre ces différentes SCPI, mais au global, vous aurez quand même généralement la performance du marché. Donc si les SCPI vont très bien, votre portefeuille ira très bien. À l'inverse, si tout va mal, il y a de grandes chances que votre portefeuille souffre aussi. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer en revue les grandes classes d'actifs et de regarder à chaque fois 3 choses. D'abord, le rendement historique. Ensuite, ce qu'on appelle le max drawdown, à savoir la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir s'il avait acheté au plus haut et vendu au plus bas. Et enfin, la volatilité de la performance, à savoir à quel point les retours sur investissement sont dispersés. On commence par le livret et plus spécifiquement le livret A qui est le placement sans risque par excellence. Vous ne ferez jamais mieux que l'inflation, mais vous avez 0 risque de perte en capital et vous avez 0 volatilité. En ce moment, on est aux alentours des 3%. Son cousin, le fonds euro, est à peu près à mettre dans la même catégorie, même si vous pouvez avoir un peu plus en ce moment avec des fonds euro boostés. En général, on est à l'inflation, voire un peu moins. Ensuite, on passe à l'immobilier. La pierre est l'un des investissements préférés des Français, et plus spécifiquement l'immobilier européen, dans lequel on compte évidemment l'immobilier français. Ici, la performance historique est aux alentours des 5% par an. Côté max drawdown, on est aux alentours des 15%. C'est normal, l'immobilier est un bien tangible, avec un cycle de vente long, donc ça ne s'échange pas comme ça en quelques minutes. Donc forcément, la baisse est assez lente et elle prend du temps à se matérialiser. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que la volatilité des rendements est assez faible. À noter qu'évidemment, sur l'immobilier, vous avez l'effet de levier, mais ici on a décidé de ne pas s'intéresser à ça, mais simplement au rendement intrinsèque de la classe d'actifs. Ensuite, on passe à l'obligataire, les emprunts aux entreprises et aux États, et plus spécifiquement l'obligataire européen. Et le profil performance-risque de l'obligataire européen est très similaire à celui de l'immobilier, donc 5% de rendement en moyenne, un max drawdown de 15% et une volatilité relativement faible. On enchaîne avec la bourse française et européenne au sens large. Ici, la performance historique est aux alentours des 7% par an, donc ça commence à être très intéressant. En revanche, évidemment, cette performance assez élevée amène son lot de volatilité et un risque de drawdown qui peut être assez important, puisqu'on peut aller jusqu'à moins 40%. La bourse est évidemment très liquide et la prochaine classe d'actifs, elle, ne l'est absolument pas puisqu'on va parler infrastructure et dette privée. Ici, la performance en moyenne est aux alentours des 8% par an, donc on fait un peu mieux que la bourse européenne. Et en plus, on a un max drawdown qui est bien plus faible, aux alentours des moins 25%, et une volatilité qui est également réduite due à l'illiquidité relative de cette classe d'actifs. Gérer ses finances, c'est indispensable pour assurer son avenir. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est une plateforme qui permet de suivre votre patrimoine, gérer votre budget et d'investir en crypto. C'est vraiment votre cockpit. Concrètement, vous pouvez centraliser tous vos investissements au même endroit en connectant vos comptes bancaires, vos comptes d'épargne comme le PEA, l'assurance vie ou même les livrets. Vous pouvez aussi ajouter l'immobilier, les SCPI, les métaux précieux, bref, vous avez tout au même endroit. Vous pouvez aussi gérer votre budget, catégoriser les transactions, créer des objectifs et suivre du coup les entrées et les sorties
et éliminer les dépenses inutiles. Grâce à nos analyses, vous pouvez optimiser vos frais, améliorer votre diversification et de façon générale, faire des meilleurs choix d'investissement. Et justement, vous pouvez maintenant investir directement sur Finari en crypto, en toute simplicité. On a parlé de l'immobilier européen, parlons maintenant de l'immobilier américain qui lui affiche des performances entre 8 et 10% par an, donc ça commence à devenir très intéressant. Le max drawdown est aux alentours des moins 25% et la volatilité des rendements est également plutôt faible, ce qui souligne l'intérêt de cette classe d'actifs. Si vous regardez cette chaîne, vous le savez évidemment, c'est les États-Unis qui tirent les marchés actions, donc forcément les performances sont au rendez-vous. En moyenne, on est aux alentours de 10% par an, avec un max drawdown extrêmement important puisqu'on peut descendre à moins 50%. La volatilité des rendements est également très élevée. Forcément, cette performance-là ne vient pas gratuitement. Pour finir, on va aller sur des classes d'actifs plus niches, avec d'un côté le private equity qui est réservé aux investisseurs plutôt fortunés. Ici, les rendements peuvent être supérieurs à 12%. Par contre, il y a une énorme disparité entre les meilleurs fonds, ce qu'on appelle les fonds du top quartile, et les autres. Donc il faut vraiment bien choisir les fonds dans lesquels on investit. Ensuite, il y a la crypto. Ici, encore une fois, on a une performance historique qui est encore supérieure à 12%. Elle est assez difficile à modéliser parce qu'au sein de la crypto, il y a une énorme disparité. Mais évidemment, cette performance supérieure à 12% vient avec un max drawdown qui peut être énorme puisque vos coins peuvent valoir 0 si ce sont des projets bidons et vous avez une volatilité des rendements qui est absolument démentielle. J'ai eu la chance de recevoir des gérants qui défient les lois de la gravité lorsqu'il s'agit d'aller chercher des grosses performances. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. D'un côté, William Higgins, c'est tout simplement le meilleur gérant de small cap européenne au monde. Il fait 13,1% par an depuis 30 ans. Et Vincent Levita, qui lui gère un fonds de private equity nommé Infravia. Son TRI, c'est-à-dire son rendement annualisé, s'élève à plus de 15%. Ces gérants sont évidemment l'exception et non pas la règle, parce que la majorité des fonds tendent vers la moyenne de la performance de leur classe d'actifs. William Higgins, qui génère 5 points d'alpha par an, a d'ailleurs dit que sa performance était assez aberrante, anormale. La majorité des gérants n'y arriveront jamais, et si vous arrivez à faire plus de 2 ou 3% d'alpha par an, vous êtes déjà parmi les tout meilleurs au monde. Et d'ailleurs, pour vous partager une anecdote, lorsqu'on cherche des gérants qui surperforment le marché, on a énormément de mal à trouver des candidats, puisque c'est extrêmement difficile. Pourtant, ces gérants ont des équipes de recherche, 30 ans d'expérience, des traders, accès à tous les dirigeants, et ils n'y arrivent souvent pas. Donc ce que vous voyez sur la chaîne Finari, ce sont les gens qui ont passé ce filtre, ce sont les 1%, mais n'oubliez pas qu'il y a 99% qui, eux, n'y arriveront jamais, et pourtant, ils continuent à commercialiser leurs fonds, et les gens continuent d'y souscrire. Pour conclure, pensez à d'abord investir dans une classe d'actifs avant de choisir les investissements spécifiques que vous voulez y faire, puisque de toute façon, les rendements de vos investissements tendront vers les rendements de la classe d'actifs au sens large. Que vous souhaitiez gérer vos investissements ou pas, il est indispensable de comprendre ce que vous faites avant d'agir. Les investisseurs qui font les mauvais choix sont avant tout ceux qui ne prennent pas le temps de se former et qui ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Ils sont donc obligés de faire confiance à des tiers qui souvent leur vendent simplement des produits. Et c'est cette méconnaissance qui fait tourner la planète finance puisque ces produits sont souvent chargés de frais et donc très peu performants. C'est pour ça qu'avoir des connaissances même basiques est absolument primordial avant de se lancer. Lorsque j'ai créé Finari, l'une de mes missions était de mettre l'éducation financière à la portée de tous et c'est pour ça qu'on continue de faire des vidéos comme celle-ci afin que vous puissiez acquérir les connaissances de base pour derrière gérer votre patrimoine. Par ailleurs, lorsque je demande à des professionnels de la finance quels conseils ils donneraient à des particuliers, le retour est systématiquement le même. Éduquez-vous, comprenez ce que vous faites et allez vers les choses simples. C'est souvent là que sont les meilleures performances. Bref, gérer son argent, c'est à la portée de tout le monde, surtout à notre époque où l'information est disponible gratuitement sur Internet. La diversification peut vous aider à construire un patrimoine solide, mais pour devenir riche, il faudra avoir des grosses convictions. Lorsque j'ai reçu Eric Larchevêque, le fondateur de Ledger, j'ai été frappé par sa conviction sur le Bitcoin. En effet, Eric a mis l'ensemble de son patrimoine dans le Bitcoin dès 2014, tellement il était convaincu que cette technologie allait changer le monde. Et lorsque j'ai décidé de tout mettre en Bitcoin en 2014, c'est-à-dire vendre tous mes euros, casser mes assurances vie et vraiment faire all-in en Bitcoin. Donc 100% de ton patrimoine financier, tu l'as mis... Oui, 95-96%. Aujourd'hui, il fait partie des plus grandes fortunes de France. Alors évidemment, je ne vous recommande pas de faire ça, mais force est de constater que les plus grosses fortunes et les plus gros patrimoines se sont souvent créés sur des paris très forts et très concentrés. J'en ai d'ailleurs aussi parlé dans ma vidéo sur Bernard Arnault. Il continue d'acheter des actions LVMH lorsque
le prix chute afin de renforcer sa position et d'accumuler encore plus de pouvoir au sein de sa société. D'ailleurs, Bernard Arnault n'a pas du tout écouté les conseils de diversification qu'on pourrait lui donner, puisque l'une de ses autres grosses positions, c'est du Hermès. C'est donc aussi une société dans le luxe, en France, et donc très très liée à la performance de LVMH. On pourrait d'ailleurs dire la même chose de son gendre, Xavier Niel, qui a créé Free, puisqu'il a sorti la société mère Iliad de la bourse, ce qui a été un risque financier important. Il a également investi une grosse partie de son patrimoine dans une foncière cotée au moment du Covid où personne ne voulait y toucher, et c'est une position qui lui a plutôt bien réussi. Un autre point que j'ai pu constater en parlant avec Sébastien Lalevé, un gérant action, c'est que la performance des indices, elle est souvent amenée par quelques grosses sociétés. Typiquement en ce moment, ce sont les sociétés tech comme Nvidia, Amazon ou Meta qui font la pluie et le beau temps sur les marchés actions. Leur performance va déterminer la performance des marchés mondiaux. Autrement dit, si vous n'avez pas de grosses positions sur ces valeurs technologiques, il sera très difficile de monter votre patrimoine rapidement. Alors évidemment, avoir des convictions, c'est risqué et ce n'est pas fait pour tout le monde, mais si vous avez une expertise et si vous êtes convaincu d'avoir vu quelque chose avant tout le monde, c'est peut-être le moment d'investir un peu plus. Lorsqu'on pense finance, on pense à des films sur des traders qui sont en haut d'une tour et qui passent des ordres en hurlant au téléphone. Mais dans la réalité, les meilleurs investissements sont souvent très peu sexy et plutôt ennuyeux. Entre un trader star qui fait le tour des plateaux télé pour annoncer ses 50 nouvelles idées d'investissement tous les jours et un ETF S&P 500, la réalité, c'est que notre bon vieil ETF est quasiment imbattable. Les ETF sont relativement simples à comprendre, mais il y a quand même énormément de subtilités et j'ai donc passé pas mal de temps avec des experts afin de comprendre tous les détails et de vous donner les clés avant de passer à l'action. Plus généralement, si vous vous intéressez à des marchés ou à des classes d'actifs qui sont peu attractives et donc peu présentes dans les médias, vous êtes peut-être sur un filon intéressant. En effet, s'il y a moins de demandes, forcément les prix sont plus bas et donc les valorisations sont également plus attractives. D'ailleurs, généralement, on dit que lorsque votre chauffeur de taxi vous parle du Bitcoin, c'est que c'est le moment de vendre. Je suis prêt à parier que personne ne vous a parlé d'infrastructure ou de dette privée en Europe ces 10 dernières années, et c'est pourtant l'une des classes d'actifs qui affiche l'un des meilleurs risques-rendement du marché. Les investisseurs peu expérimentés sont obnubilés par les crises. Lorsque je demande à des investisseurs professionnels s'ils ont peur des crises à venir, généralement, ils ne s'en préoccupent pas vraiment. Ils savent qu'elles sont inévitables, ils savent qu'elles finiront par arriver, ils sont donc plutôt en train de se préparer et se demandent comment ils pourront en tirer profit. Le fait de savoir qu'une crise va finir par arriver ne les empêche absolument pas de continuer à investir. A l'inverse, un débutant va se focaliser sur la possibilité qu'une crise va bientôt arriver, attendra d'investir, voire vendra ses positions dans l'espoir de les acheter plus bas. Dans les faits, c'est très rarement rentable. La différence entre les deux, c'est que les professionnels sont là pour le long terme, les investisseurs débutants ont tendance à voir le court terme et le bruit des marchés. Le légendaire Warren Buffett a dit « Vous devez acheter une action en vous disant si les marchés ferment pendant 10 ans, cela ne vous inquiétera absolument pas. » On pourrait d'ailleurs dire la même chose pour la vente. Si vous vendez un investissement, c'est parce que vous avez perdu la foi sur le long terme dans sa capacité à générer de la performance et vous ne voulez plus l'avoir en portefeuille. On ne vend pas dans l'espoir de racheter plus bas. Ça s'appelle du trading et c'est un métier à part entière. Réagir au fil de l'eau et au fil des actualités est en réalité la meilleure façon de perdre de l'argent et la meilleure façon également d'enrichir votre courtier qui prendra des commissions à chaque fois que vous appuyez sur un bouton. N'oubliez pas que si vous ratez les 10 meilleurs jours en bourse sur les 30 dernières années, vous laissez 40% de la performance sur la table. Il faut être donc dans les marchés plutôt qu'essayer de les timer. Défiscaliser n'est pas une stratégie d'investissement. La France fait partie des champions lorsqu'il s'agit de taxer le travail et le capital. C'est donc forcément normal que la plupart de nos compatriotes sont inquiets lorsqu'ils voient leur feuille d'imposition et cherchent des façons de baisser la pression fiscale. Pourtant, défiscaliser n'est pas un objectif d'investissement. Une fois qu'on a choisi les bons investissements, on optimise la fiscalité afin de baisser la pression. Mais c'est important de le faire dans cet ordre. Sur le long terme, ce qui compte le plus, c'est la performance de vos investissements et non la fiscalité sur la plus-value. Rappelez-vous que la performance, elle, va s'accélérer à mesure que vous générez des intérêts composés. La fiscalité, elle, même si elle peut un peu varier, restera fixe. J'ai notamment couvert le sujet de l'optimisation fiscale avec une avocate qui accompagne
des grandes fortunes, elle m'a donné tous les bons conseils et toutes les choses à savoir, notamment les pièges à éviter. Donc je vous remets le lien vers ce Finarito qui était absolument passionnant. Prenons un exemple. J'ai décidé d'investir dans les actions. La première question à me poser est: est-ce que je veux investir sur les actions européennes, américaines ou asiatiques? Une fois que j'ai choisi quelles actions j'allais prendre, je veux par exemple acheter les actions au niveau mondial, je me demande comment les acheter. Est-ce que j'achète des actions individuelles ou j'achète des ETF? On va dire que j'achète des ETF parce que c'est moins cher et c'est plus facile à gérer. Et enfin, je vais me demander dans quelle enveloppe stocker cet ETF. Et ici, la fiscalité jouera un rôle. Par exemple, le PEA aura un avantage, l'assurance vie aura également un avantage, et même le compte titre aura certains avantages. Et donc vous voyez que la fiscalité, c'est la dernière étape après que j'ai déjà choisi les bons investissements. Dans le cas de l'immobilier, c'est un peu la même histoire. L'immobilier défiscalisant est souvent bien moins rentable que l'immobilier ancien classique. On peut notamment citer le rapport de l'inspection générale des finances qui met en exergue que plus d'un Pinel sur deux fait perdre de l'argent à l'investisseur. On a vu que si on choisit bien l'enveloppe, PEA, assurance vie ou PER au compte titre, en bout de chaîne, même si on a la même performance, par exemple de 6 ou 7% par an, à performance équivalente, au bout de 20 ou 30 ans, il peut y avoir des dizaines de milliers d'euros d'écart, juste parce qu'on a choisi la bonne enveloppe fiscale. L'immobilier, c'est pareil. Si pour un même appartement, le même appartement, du même quartier, avec le même loyer, tout à l'identique, si on choisit de louer en location nue, assujetti au revenu foncier, ou en location meublée, assujetti au BIC, bénéfices industriels ou commerciaux, ou en Pinel, on se rend compte que pour un même appartement, tout équivalent, en fait, on a des rendements qui vont du simple au double. Ces produits sont souvent poussés par des conseillers peu scrupuleux qui vont prendre des commissions de dizaines de milliers d'euros lorsqu'ils vous vendent un appartement. Il est donc primordial de comparer les différents dispositifs et encore une fois de choisir d'abord la classe d'actifs, puis de regarder les aspects fiscaux. Ne choisissez jamais un investissement parce qu'il y a une carotte fiscale au bout. Voilà les apprentissages de 10 ans d'investissement et de dizaines de rencontres avec des experts et des experts. Comme je vous l'ai dit, la clé, c'est l'éducation financière, donc je vais continuer à rester dans mon studio pour vous proposer des contenus toujours plus intéressants et enrichissants. Et si vous voulez prendre votre patrimoine en main, abonnez-vous, appuyez sur la cloche et devenez un meilleur investisseur.